peut-être que demain on fera un plus long point dans cette émission terrain. Ça va pas bien sur le terrain, en fait. Voilà. Et notamment dans la région de Koursk, qui était cette terre de deal, ça va encore moins bien pour les Ukrainiens. Donc le temps comptait. Si jamais, alors qu'ils sont réunis à Istanbul, normalement pas pour parler d'Ukraine, ce qui est peut-être pire d'ailleurs, Russes et Américains sont en train de parler de la fin des sanctions, de deal, de coopération, bref, du nouveau monde avec la Chine. Ils font quoi les Ukrainiens et nous on fait quoi? Est-ce qu'on a les moyens d'offrir une protection, une sécurité à l'Ukraine? Je crains connaître la réponse. Oui, on en a les moyens. Après, tout dépend de la proportion. Ah bah. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui d'une force d'interposition sur le front avec 30 000 hommes, 30 000 soldats. Pas sur le front, elle serait très loin du front. On n'est pas du tout sur le front. Ce qu'on a entendu aussi ces derniers jours, c'était que ces forces pouvaient être aussi prédisposées en Pologne ou en Roumanie. Mais ce n'est pas une garantie de sécurité pour l'Ukraine. C'est-à-dire comment les Ukrainiens peuvent penser que les Européens enverront des soldats prédisposés en Roumanie ou en Pologne, en Ukraine, en cas de nouvelle invasion. Ce n'est pas une garantie de sécurité pour l'Ukraine. Et aujourd'hui, le grand absent de ces débats sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine, les Européens et les États-Unis parlent de cette garantie de sécurité, mais il manque un troisième acteur, les Russes. Est-ce que les Russes vont accepter que des soldats européens soient envoyés en Ukraine? Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'était un objectif. Non, mais vous avez raison. Je crois que les dernières déclarations, c'est non. Je crois que les seuls petits pas en avant, en ce qui nous concerne, nous, Européens, c'est de revenir à la table des négociations pour que nous levions les sanctions sur les Russes. C'est ce qu'ont demandé les Américains. Donc, on est loin de tout ça. Je suis désolé, je suis un peu gêné non pas par votre présentation, mais par l'articulation. On est en train d'introduire un doute dans l'esprit, peut-être des spectateurs, en tout cas de la population, sur le fait que il y a un problème de court terme, je me répète, mais qui est vraiment de soutenir les Ukrainiens dans leurs efforts sans changer quoi que ce soit à notre stratégie, mais en l'amplifiant d'une manière ou d'une autre, et en regardant ce qui se passe du côté américain. Est-ce que ça s'arrête, est-ce que ça s'arrête pas? Et de trouver, mais maintenant c'est très urgent. On savait que ça pouvait venir, bon, dont acte. Et puis, ce qui va se passer après, l'envoi des troupes, c'est lointain. Alors ça peut venir vite, mais c'est lointain dans la conception des garanties de sécurité. Si c'est dans 2-3 mois, général, on fait comment? Pour qu'on envoie les troupes, il faudra, j'ai vécu ça sur d'autres théâtres, tout est différent, mais il faut d'abord un cessez-le-feu qui soit clair, net et précis. Quel est le rôle de ces troupes? Il faut 200 000 hommes au moins si on veut vraiment assurer une sécurité. Donc on ne les aura pas, ils ne les auront pas, il faudra choisir. Alors on les met où? On les met dans les villes, mais à quoi ça sert? Vous voyez, et en plus, alors, si on s'inscrit dans le long terme, c'est encore pire. Parce que les Américains sont toujours en Allemagne depuis 1945. C'est peut-être un mauvais exemple. La Corée du Nord et la Corée du Sud se font face, et là aussi il y a les troupes, etc., etc. On voit qu'une fois qu'on a entamer un processus de cette nature, ça ne s'arrête pas. Ce qui serait extrêmement coûteux et, à mon avis, pas très productif. Alors peut-être qu'on va en arriver là par faute de faire mieux, mais attention où on va. Il faut que ces troupes, elles servent à quelque chose. Il faut leur trouver un emploi qui ne se soit pas uniquement des otages, en quelque sorte, des Russes. Bien sûr. Alors pour faire simple, est-ce que tout simplement, avec les concessions que le président ukrainien a faites ou s'apprête de signer avec Donald Trump, est-ce qu'il ne pensait pas tout simplement qu'en échange, l'allié qu'a été les États-Unis pendant 3 ans, même si on peut toujours faire plus, lui offrirait une protection, du matériel, pas forcément des armes, mais du matériel, une défense, de quoi reconstituer ses stocks de munitions, de quoi permettre à cette population aujourd'hui peut-être d'envoyer des combattants. Là, on est bien d'accord, le deal n'est pas respecté. Non, mais bien sûr que c'était l'espoir de Volodymyr Zelensky qui a essayé de parler le langage de Trump finalement et qui aujourd'hui n'a pas sur le papier les garanties de sécurité qu'il escomptait. Mais c'est vrai que maintenant, c'est aux Européens de réagir. C'est-à-dire que là, on voit bien, et d'ailleurs on l'a beaucoup entendu dans la conférence de presse d'Emmanuel Macron avec Donald Trump. En fait, ce que cherchent à faire les Européens, c'est d'avoir une espèce de feuille de route justement pour la suite. C'est-à-dire, première étape, comme le disait le général, d'abord un cessez-le-feu, vérifiable, mesurable. Ça, il l'a redit plusieurs fois, Emmanuel Macron. S'assurer vraiment que l'arrêt des combats, ça tient sur le terrain. Et ensuite, on passe à la négociation de l'accord de paix bien plus vaste, bien plus large. Ce que veut la Trump, c'est un arrêt des combats. C'est pouvoir dire à son électorat, vous voyez, je vous avais promis, je suis un homme de paix, ça y est, il n'y a plus de morts sur le terrain. Bon, encore faut-il savoir si ça tient.
Et en effet, après, est-ce que les Américains revoteront des livraisons d'armes? C'est vrai que dans l'optique aujourd'hui de Donald Trump, ça paraît difficile. Donc là, c'est à l'Europe de prendre la suite. Le problème, c'est que aujourd'hui, les lignes de production européennes, les stocks européens ne permettent pas de prendre complètement la relève des États-Unis. Là, ce matin, Sébastien Lecornu explique, alors on devrait chaque pays européen devrait faire des stocks dans chaque pays, justement, pour aider l'Ukraine, pour que ça fasse partie en fait d'une espèce de garantie de sécurité. On voit que chacun cherche justement à garantir la sécurité de l'Ukraine. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé comment, parce que c'est vrai que le déploiement de troupes européennes sur le sol ukrainien, il faut que ce soit accepté par Donald Trump, par Vladimir Poutine. Il faut qu'on en ait les moyens. Mais au-delà, il va falloir pallier la défection américaine. Ce manque de lisibilité et de visibilité sur ce que véritablement veut faire Trump, auquel sont confrontées, au final, toutes les puissances du monde. Parce que les Européens, effectivement, ont du mal à lire ce qu'il veut faire, mais la Chine aussi. La Chine ne comprend pas si Trump, en réalité, est en train de lâcher l'Europe pour opérer véritablement son pivot vers l'Asie, ou plutôt se concentrer sur des questions nationales et véritablement pratiquer un isolationnisme. C'est ça la question à laquelle est confrontée la Chine là-dedans. Et tout à l'heure, on parlait de distribution des sphères d'influence entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Effectivement, la Russie là-dedans, et c'est ce que dit Vladimir Poutine sur cette accélération du moment et du monde, c'est qu'il faut se rappeler que sous Obama, les États-Unis désignaient la Russie comme une puissance régionale. Aujourd'hui, les États-Unis réhabilitent la Russie comme une puissance mondiale. Quand Trump dit « c'est le plus grand pays du monde ». Aujourd'hui, il réhabilite aussi ça en reprenant complètement le narratif du Kremlin. Alors, je ne sais pas si c'est problématique, vous entendrez bien évidemment, parce qu'il y a sanctions, derrière, il y a guerre économique, on le répète, et puis on verra à qui ça coûte et à qui ça rapporte. Restons quand même quelques secondes sur ce que dit Donald Trump, cette façon de le dire. Tiens, je vais changer la question. Est-ce qu'on doit être aujourd'hui plus trumpiste, mais dans l'expression, dans le rapport de force, dans la façon de voir l'autre, comme le disait Général, parce qu'on est un peu avec lui sur un ring, c'est-à-dire que on frappe et il faut que les coups portent en général pour que l'adversaire commence à vous respecter. Dans le discours, non. Adopter un discours trumpiste n'est pas nécessaire. Et dans le rapport de force, oui, bien sûr. Et surtout dans l'action. Parce que les Européens, face à Trump ou face à Poutine, ultérieurement, ont enchaîné les discours, les déclarations, les communiqués, les appels au réveil, mais les actions peinent à venir. Et face à Trump, effectivement, il est urgent que les Européens s'organisent, montrent leur unité et leur fermeté. Les droits de douane annoncés par Donald Trump doivent engendrer une réponse immédiate des Européens et une réponse de fermeté. Alors, certains vous ont entendu, on les écoutera bien évidemment. L'enjeu pour Donald Trump, aujourd'hui, il a deux objectifs. Il a un premier objectif qui est de réduire l'inflation pour augmenter le pouvoir d'achat des Américains. C'est là-dessus qu'il a été élu, c'est là-dessus qu'il a fait campagne. Mais cette imposition des droits de douane et cette augmentation à 25% est en contradiction totale avec cet objectif. Parce que c'était rappelé dans votre sujet. Qui va payer ces droits de douane? C'est le consommateur américain. Donc aujourd'hui, il y a quand même une crainte, notamment aux États-Unis, et on voit que la popularité de Trump est en train de s'étioler. C'est que ces actions de Alors, Trump... elle s'étiole. Soyons précis, celle d'Elon Musk s'étiole, et par ricochet, celle de Trump s'étiole. Mais si l'inflation venait à augmenter ou à garder... Elle s'effondrerait. Alors elle pourrait effectivement s'étioler, et dans 1 an et demi, ils ont une élection de mi-mandat. L'enjeu pour l'Europe, et Sébastien le rappelait, c'est aujourd'hui également d'empêcher que les industries européennes aillent s'installer aux États-Unis. Donc il y a cette boussole de compétitivité et il y a cet enjeu maintenant pour l'Europe de convaincre leurs entreprises de rester en Europe. C'est ça l'enjeu. Plutôt que d'aller imposer également des droits de douane réciproques sur les produits américains, l'enjeu c'est de convaincre les entreprises de rester en Europe. C'est marrant.